Alors, on va commencer avec notre programmation officielle, je dirais. Merci donc à tous et à toutes d'être avec nous ce matin. Alors, je me présente, Annie Camus, donc professeure à l'UQAM maintenant, hein, je ne peux plus reculer, il faut que je le dise, mais directrice adjointe du CRISE. Et je vais donc animer cette première partie de la journée qui va être en deux temps. Alors, je vais d'abord inviter M. Benoît Lévesque ainsi que M. Juan Wisklein à venir prendre place puisqu'on va leur accorder 30 minutes. Et je dis ça parce qu'évidemment, je vais devoir gérer le temps. Ils ont trop de choses intéressantes à nous dire. Je vais sûrement devoir les arrêter. Mais pour nous parler donc d'abord de la recherche aux crises, ce sera suivi d'une période de questions d'une quinzaine de minutes. Alors, pendant qu'ils s'installent, je vais brièvement vous les présenter. Vous aurez compris qu'on a là avec nous alors un cofondateur du CRISE, un ancien directeur du CRISE, mais des gens dont la feuille de route est assez longue que je pourrais probablement remplir le 30 minutes juste à vous les présenter. Alors, je présenterai quelques-uns de leurs faits d'armes, mais évidemment pas l'ensemble de l'œuvre. Alors, Benoît Lévesque est professeur émérite au département de sociologie de l'UQAM. C'est un chercheur, évidemment, on l'aura compris, puisqu'il est cofondateur du CRISE avant-gardiste, qui a énormément contribué, bien sûr, à l'émergence de l'économie sociale et de la préoccupation de l'innovation sociale comme concept. Ça a été le premier chercheur de la province à proposer une programmation de recherche qui, justement, fait un lien entre l'innovation sociale et les transformations sociales. Et il a par la suite joué vraiment un rôle capital, on pourrait dire, dans l'essor et la consolidation de la gouvernance collaborative, de la finance aussi socialement responsable. C'est donc Benoît qui a cofondé avec Paul R. Bélanger et dirigé la première organisation qui était à l'époque un collectif, qui est devenu aujourd'hui le Centre de recherche sur les innovations sociales. Il a contribué aussi à la reconnaissance du chantier de l'économie sociale avec sa directrice qu'on a avec nous aujourd'hui, donc Mme Nimtan. Il a aussi cofondé, co-dirigé donc l'Alliance de recherche Université-Communauté en économie sociale, dont on aura l'occasion de reparler aujourd'hui. Et je pense qu'on peut dire que c'est grâce à Benoît Lévesque que l'approche québécoise sert aujourd'hui d'exemple pour des organismes comme l'Organisation internationale du travail, le Programme des Nations unies pour le développement, et ainsi de suite. Il est également récipiendaire d'un doctorat honorifique de l'Université du Québec en Outaouais, d'un doctorat honorifique de l'Université de Liège et il est le récipiendaire du Prix du Québec Marie-André Bertrand en 2015 pour l'innovation sociale. Donc, avec lui, parce que c'est pas tout, on a aussi donc M. Juan Wisklein, qui est professeur, lui, au département de géographie de l'UQAM. Quelqu'un qui est très, très dévoué, entre autres, on le reconnaît beaucoup aussi pour son encadrement et son appui aux étudiants. On parle de 14 étudiants de doctorat qu'il a dirigés et plus de 70 étudiants de maîtrise. Alors, il a été directeur également du Centre de recherche sur les innovations sociales de 2009 à 2018. Il a été aussi membre fondateur aux côtés du service aux collectivités de l'organisme de liaison et de transfert qui s'appelle le TIES, donc Territoire innovant en économie sociale et solidaire. C'est également un auteur prolifique, donc qui est reconnu de textes importants, particulièrement dans ce cas-ci dans le champ de l'innovation sociale, là aussi à l'échelle internationale, quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup aux initiatives locales de développement, reconversion économique et sociale des territoires, et responsable, il poursuit aujourd'hui, parce qu'il il continue. Responsable donc, du collectif de recherche sur les innovations économiques, sociales et territoriales, le CRIEST, qui croise dans le fond des approches théoriques, entre autres autour des communs et du buen vivir, pour le développement de nouveaux modèles d'action en initiative locale. Enfin, et je terminerai là-dessus parce qu'il faut les laisser parler, il est responsable de la collection Géographie contemporaine aux presses de l'Université du Québec. Alors, sur ce, je vous laisse la parole pour nous parler de la recherche aux crises. Bonjour à tous et je dois remercier la présence de Jean-Philippe puis du représentant de l'école de ESG, pardon. Et donc, c'est un très grand plaisir. Et évidemment, le plan de notre exposé va être à deux. Alors, deux parties. Au fond, une première partie qui est l'émergence du CRISE et les premières années, et une seconde partie qui est le regroupement stratégique, particulièrement suite aux années 2002 que Juan Wiss va présenter. Alors,
ce qui présente, dès le départ, ce que je pourrais dire que ce qui est là, ce sont les... il faut juste regarder les titres. J'ai mis ça là quand même parce que le PowerPoint sera disponible et vous pourrez le consulter ailleurs. Mais ceci, c'est pour montrer qu'il y a 3 étapes dans le crise. Il y a une première étape qui était un collectif de recherche. Et Normand Pépin, qui est ici de permanent et très responsable à la CSD, c'est lui qui avait trouvé l'acronyme et le nom, comme il dit. Et donc, c'est un collectif de recherche. Et il faut dire que ce collectif de recherche a été pendant 10 ans, surtout une équipe, et qu'il y a eu même des financements quand même assez importants. On s'était classé comme une des premières équipes au Fonds québécois, au FCAR à l'époque, je crois, 275 000 $. Et que même ensuite, ce collectif qui a duré 2 ans, un jour, peut-être juste une petite histoire, je suis allé voir Magnan avec, je pense, Yves Vaillancourt, peut-être d'autres, et dit, ben, je pense que c'est en 90, mais je dis à ce moment-là, moi, j'arrive à 60 ans, Yves aussi, d'autres, il faut faire quelque chose pour assurer la pérennité. Et Claude Magnan nous regarde et dit, bien, votre idée, ce n'est pas une bonne idée. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas juste assurer la succession, c'est pour penser un projet d'envergure. Et donc, ça nous a donné un peu le coup de pouce pour, en sortant, dire il faut pas juste penser qu'on assure la continuité, il faut faire un saut qualitatif. Et ce qui fait qu'on a demandé la reconnaissance à l'UQAM, et là, c'est là que le CRIS est devenu un centre reconnu par l'UQAM avec un financement. Et cette deuxième étape, qui était assez courte, 4-5 ans, a permis de faire la demande de regroupement stratégique, parce qu'il y avait un moratoire sur les centres. On ne pouvait pas le devenir. Et là, il y a eu une ouverture. On a été dans les premiers groupes. Et là, on a reçu un financement encore. On avait déjà des financements, même comme équipe FCR, on a eu jusqu'à 420 000 de subventions. C'était quand même des montants assez élevés. Et là, le regroupement stratégique, c'est là que nous avons fait une demande. Dans la suite que je vais présenter, c'est que et aussi, j'ai mis les subventions parce que vous avez les 9 ou 10 membres qui étaient au départ dans la crise, dans la demande de subvention. Je les ai mis là, alors on pourra les retrouver sur le site. Dans la présentation, c'est-à-dire que le point de départ, c'est le début des années 80. D'une part, je le dis toujours, il faut avoir de la mémoire pour imaginer, mais en même temps, c'est Saint-Simon qui dit, si on n'a pas de la mémoire, on va penser innover, puis on va reprendre des choses du passé. Mais en même temps, Lundvall, qui était un Suédois qui a travaillé sur les innovations, il dit, pour innover, il faut savoir aussi oublier. Donc, il ne faut pas rester collé au passé. Le passé est intéressant dans la mesure où il montre comme les recettes qui ont permis de démarrer quelque chose dans une conjoncture donnée, et la conjoncture d'aujourd'hui n'est pas celle du passé. Donc, c'est un travail qu'il faut reprendre en tenant compte des éléments qui ont créé une certaine culture, une certaine personnalité, identité à un groupe. Et le CRIS, il y a un S, mais c'est parce aussi qu'on a émergé dans un contexte de plusieurs crises. Et je ne développe pas ces points parce qu'ils sont connus. Crise de l'emploi, crise du sens du travail, qui est une chose, mais crise aussi de l'emploi, chômage, et trouver des solutions. Et pour le Québec, c'était de revenir à l'entreprise privée davantage, plus d'innovation technologique. Mais il y avait aussi une crise politique qui était que la morosité des années milieu 85 provenait d'une part de la crise économique, chômage très élevé. La Révolution tranquille, ça apparaissait comme quelque chose de terminé. Et aussi l'échec du référendum, puis aussi la montée d'une gauche qui voulait se dire révolutionnaire et qui s'attaquait aux organisations communautaires pour en faire juste des instruments de lutte et non pas de fournir aussi des services. Alors là-dessus, on a eu à se positionner et j'ai apporté le document, mais ça, Yves Vaillancourt, qui est politologue, il va en parler dans sa présentation, mais simplement pour dire que c'est la conjoncture au début des années 80 qui a été écrite à Rimouski. Je l'ai terminé le 31 décembre, je pense un peu avant minuit, au désespoir de ma conjointe. Et donc, ce qui fait que ça a été publié par une grande maison d'édition qui était la librairie socialiste de l'Est.
On aurait pensé que c'est la Chine, mais c'était l'Est du Québec. C'est que, et donc, avec comme auteur Yves Vaillancourt et Marielle Désy, qui avait travaillé sur le mouvement des femmes, Marc Ferland, qui était un fonctionnaire de fonction publique très engagé, et nous deux. Et je lis juste un paragraphe ici. Ça donne un peu l'esprit du temps. Les auteurs se définissent comme militants socialistes et indépendantistes à la recherche active d'un débouché politique nettement démarqué, à la fois du péquisme, à la fois de la social-démocratie, de la droite et de la gauche, du trotskisme et du MLisme. Il ne reste pas grand-chose. Ils n'appartiennent pas à une organisation politique, mais sont inscrits dans une démarche politique. Ils appartiennent à un courant politique qui vise, entre autres, sur la valorisation du potentiel révolutionnaire des organisations de masse, ça c'est le syndicalisme, le mouvement communautaire, ainsi de suite, et qui n'ont pas de réponse à tout, mais ne se définissent pas pour autant uniquement par des interrogations. Et donc, comme on le verra, c'est que on retrouve dans ça déjà un premier portrait. Moi, j'avais fait sur le mouvement communautaire. Il y a divers mouvements nationalistes, tout ça, qu'on retrouve là, qui nous ont inspirés. Et ce qui fait que l'idée, dans les milieux des années 85, c'était de quitter d'ailleurs ce regroupement de socialistes, le fermer et dire qu'il fallait changer de véhicule et que le véhicule qu'il fallait pour l'avenir supposait qu'on mène des recherches. Et donc, ce qui est un passage vers l'engagement dans la recherche et qui va avec un repositionnement des acteurs. Et dans le chapitre du livre sur le 50e de l'UQ, j'explique avec Jean-Marc Fontan comment s'est fait ce repositionnement des acteurs et des chercheurs. Donc, si on revient ici à l'émergence proprement dite, on voit que c'est la création d'un collectif, mais pas un centre, mais en plus, le ES à la fin, ce n'est pas l'économie sociale. Le ES à la fin, c'est les entreprises et les syndicats. Et c'est important parce que c'est l'innovation dans les organisations, les entreprises et les syndicats et d'autres mouvements. Mais ce qui fait qu'après, quand on a découvert l'économie sociale, redécouvert, notamment avec le chapitre avec Marie-Claire Malo, qui donne un premier inventaire de l'économie sociale en 1990, on a eu le goût de presque, j'avais suggéré ça, je ne sais plus à Paul ou quelque chose comme ça, mais il dit non, je ne suis pas assez fort en maths. J'ai dit, on pourrait mettre ça au carré ES, enfin. Ça ferait crise, puis 2, c'est entreprise, syndicat, puis économie sociale. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est la petite histoire. Alors, les acquis de départ qui étaient importants dans ça, c'est que le fait qu'on ait été syndiqué à la CSN, à l'UQAM et à Rimouski, ça nous a ouvert des entrées dans le monde syndical. Et ça, et pas juste ouvert, donner des connaissances puis des liens directs, ça a été très important dans la façon de travailler avec les acteurs, d'autant plus qu'il y avait ici le service, le SAC. Et donc, puis aussi des regroupements d'acteurs et de chercheurs que représentent non seulement le service de la collectivité de l'UQAM, mais aussi l'Université coopérative internationale, le CIRIEC, l'AEP, le Centre de gestion de coopératives était important aussi. Et donc, d'où une thématique transversale qui s'impose, qui est celle des innovations et des transformations, mais d'où deux questions, quelle innovation, quelle transformation? Bien, des innovations sociales parce que c'est l'innovation technologique qui prédomine, c'est virage technologique en 82-84 du gouvernement. Et donc, innovation sociale, un peu en réaction à l'espace qu'occupe en totalité l'innovation technologique. Et transformation sociale dans le sens qui, aujourd'hui, c'est jamais dépassé, mais en termes de démocratisation des rapports de travail, des rapports aux usagers, et des rapports aussi dans les organisations. Et donc, il y avait quand même un élément qui, aujourd'hui, ne se pose plus dans ces termes, qui était d'élargir l'État-providence, de l'approfondir dans le sens de la démocratisation. Aujourd'hui, les défis sont encore plus grands parce que c'est, justement, il y a une transition qui est d'une ampleur considérable. Alors, du collectif,
du collectif au regroupement stratégique. Mais faire école, c'est ce qu'on a mis. Moi, j'insistais beaucoup là-dessus, mais certains m'ont dit que ça peut avoir un sens péjoratif ou un sens, en tout cas. Moi, je le voyais plus un sens positif, d'un sens qu'on ne peut pas faire de la recherche seul. On ne peut pas non plus, comme innovation isolée, arriver à des transformations. Et la première chose, c'était d'une part que le CRIS soit lui-même une innovation dans son organisation, une organisation politique dans son positionnement et une transformation du modèle de développement. Et aussi une méthodologie appropriée qui correspond justement à la vision qu'on avait à l'époque du socialisme autogestionnaire, qui suppose une répartition, une contribution de tous les chercheurs, un genre d'association, on pourrait dire même d'une coopérative informelle, et aussi des liens avec les acteurs. Et ça nous venait notamment aussi de Touraine, qui nous disait qu'un rapport social, on ne peut pas étudier et prendre en considération exclusivement un acteur. Il faut tenir compte du rapport entre les acteurs qui explique la nature des conflits et les enjeux. Et parmi les recherches phares, mais il y en a une qui est facile, qui était au tout début, c'est qu'on a fait des recherches très empiriques, puis en même temps, à chaque fois, ça nous permettait de faire un saut. On tirait des éléments théoriques de ces recherches. La plus évidente de cela, c'est la recherche sur le Centre local des services communautaires, CLSC, qu'on a fait en 84-85 avec Paul Bélanger et qui a permis cette recherche qui était une commandite, qui a permis de voir que les problèmes qui se posaient dans ce centre local de services communautaires ne se réduisaient pas à des rapports de travail. Sans doute qu'il y avait des conflits forts, très intenses. On a signé le contrat en quittant le bureau syndical parce que le bureau syndical puis la direction ne voulaient pas signer dans la même pièce. Donc, on s'est déplacé pour signer l'autre partie. Sauf que notre conclusion, c'était que ces rapports de travail n'expliquaient pas le problème de ce centre-là, que c'était aussi des rapports aux usagers et à la communauté. Donc, cette étude de cas a permis de nommer ce que Jean-Louis Lapille appellera la co-construction conjointe de l'offre et de la demande dans les services collectifs. Et donc, ça a été... je ne passerai pas les autres exemples qui sont là, mais je pourrais... c'est des cas où on peut voir qu'il y a une partie empirique. Et parmi les textes théoriques qui ont été de cette époque-là, c'est surtout dans les années 92, il y a beaucoup, 94-2001, c'est la période que j'ai connue davantage. Il y a des titres là, qui ont été faits, surtout des textes plus théoriques, qui ont mieux circulé. Je pense que lorsqu'on parle d'innovation sociale, il y a beaucoup de recherches empiriques. Mais je lisais dans une recherche qui a été faite au niveau international sur comment s'organise, se structure une communauté de chercheurs. Et les auteurs arrivent à la conclusion, d'ailleurs en faisant référence aux crises, que ce qui structure une communauté de chercheurs, ce n'est pas juste des recherches empiriques. Il faut qu'il y ait justement la construction d'un objet, comme on l'a dit, avec les dimensions d'acteurs sociaux, d'organisation, d'institutions, de transformation. Et donc, c'est cette construction théorique-là qui peut être plus facilement appropriée et qui permet de donner une sorte de ciment ou de langage commun, bien qu'il y ait des variantes très importantes dans ce contexte-là. Alors, aussi, construire un objet, c'est un travail théorique, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut aussi, pour que ça s'impose, il faut donc un écosystème. Et cet écosystème, on va le voir aujourd'hui, mais il faudrait continuer. Quelqu'un me disait en entrée ce matin, je pense que c'est Mélanie Fontaine, je lui parlais, et avec Normand Pépin, ça serait intéressant de voir où se trouvent les gens de maîtrise, doctorat, les professionnels qui ont travaillé aux crises, où ils se trouvent au Québec, dans quelle organisation, de faire un mapping. Et Mélanie disait qu'on pourrait avoir le soutien de l'UQAM pour le faire. Et ça laisse voir, d'une part, le rayonnement, mais quand on fait le mapping, après, on peut faire un pas de plus. On peut mobiliser ce réseau pour d'autres projets. Merci.
avec Benoît Lévesque. Hein. L'idée, c'était de faire un témoignage de la fondation du Christ. Je pense que Benoît nous a bien introduit au contexte. Moi, vous le voyez bien, hein, je suis beaucoup plus jeune que lui. Alors, j'ai rejoint le Christ lorsqu'il était déjà formé, mais je n'ai pas rejoint. En fait, j'ai rejoint Benoît avant l'existence du Christ, parce que j'ai connu Benoît. Benoît a eu la gentillesse de m'engager à Rimouski, ce qui a été mon premier emploi d'ailleurs en 1980, et j'ai été témoin. Je n'ai pas participé, mais j'ai été témoin de la production de ces livres et du travail du groupe qui l'alimentait. Je ne me souviens pas comment ça s'appelait, Regroupement pour le socialisme. Regroupement pour le socialisme. Et j'ai été témoin aussi du travail qui se faisait à ce moment-là à la librairie qui était au regroupement des organismes communautaires de Rimouski, si ma mémoire est bonne, et la librairie socialiste. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler, vous l'aviez deviné. C'est juste pour vous dire que finalement, on aurait pu parfaitement continuer à entendre Benoît. Ça aurait été peut-être plus intéressant que ce que je vais pouvoir vous dire. Alors, moi, j'ai travaillé avec le CRIS d'une façon, je pourrais dire, informelle, à partir de 1994. On a travaillé avec Benoît bien avant, évidemment, mais à partir de 1994, avec la recherche réalisée avec la Société de développement Angus, en fait, avec la CEDEC de Rosemont Petite-Patrie, sur la reconversion de la friche industrielle de Shop Angus. Et c'est à partir de là, finalement, qu'on a développé une perspective qui moi, j'ai, d'une certaine façon, continué et que par la suite j'ai continué au niveau du CRIS et qui est la question du développement territorial, le développement des territoires. Alors, ce que je vais vous faire, je vais vous parler surtout du regroupement stratégique, en fait, de la période du CRIS telle qu'elle s'est construite au niveau au moment où le CRIS devient un regroupement stratégique. Et je vais vous le présenter non pas comme des étapes, mais comme des étages d'un édifice, si bien que les choses ne remplacent pas les premières. Ça s'ajoute. C'est une accumulation qui se présente, je dirais, pour le résumer, j'ai essayé de voir, hier, je me suis dit, je vais me mettre dans le même registre que Benoît, mais si je me mets dans le même registre, ça va prendre 3 heures, notre truc. Alors, j'ai essayé de voir d'une façon synthétique ce que j'appellerais les trois périodes. Hein, c'est la première période de 2002-2008, ce qui est la période de l'implantation. Ensuite, 2008-2014, le renouvellement du CRIS, qui, je dirais, est une période de mise en œuvre d'une approche axée sur l'expérimentation dans les organisations et dans les territoires, et 2014 à 2020, le renouvellement de l'approche théorique. Alors, allons pour la première période. Je dirais, évidemment, les gens qui sont ici, plusieurs sont membres du CRIS, ils pourront compléter. Hein. C'est une lecture de ce qui me paraît être les choses fondamentales, okay, telles que moi je l'ai vu. Alors, en 2002-2008, 3 choses très importantes. La première, c'est consacrer le travail du CRIS sur le modèle québécois comme un laboratoire. Finalement, le travail avec, que ce soit dans le milieu des syndicats, que ce soit dans le milieu des territoires, que ce soit dans le milieu de l'économie sociale, tous ces acteurs faisaient partie d'une démarche qui nous semblait progressiste, qui nous semblait innovatrice et qui constituait ce qu'on appelle le modèle québécois à partir d'une régénération du modèle québécois que Benoît a beaucoup étudié à partir des années 80. C'est-à-dire comment les acteurs sociaux prennent part dans un modèle où il y a l'économie, le social, le politique, le public, les acteurs publics, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, dans quelque chose qui est hybride, un modèle qui est hybride et qui s'avère
profondément participatif. Et c'était en réponse à ce que Benoît a dit, ces modèles émergent en réponse à la crise des années 80. Alors on a essayé de comprendre ces processus, de donner à voir ces processus, et pour cela, on a élaboré une approche. Et cette approche est unique pour le CRIS. Le CRIS est le premier à avoir élaboré une approche de l'innovation sociale qui permet de regarder l'innovation sociale et non pas seulement de parler des innovateurs sociaux, mais de voir, de faire de l'innovation sociale un fait empirique. Et cette approche nous a amené à élaborer l'idée que l'innovation sociale est expérimentée d'abord dans des milieux locaux, dans des organisations, qu'elle est diffusée par la suite, qu'elle est adoptée par d'autres organisations, qu'elle est adaptée à leur travail et qui, par la suite, elle traverse vers des milieux politiques, vers les milieux institutionnels, et elle s'institutionnalise. Alexandre, je ne sais pas pourquoi ça se produit. Mais j'ai mon truc ici, alors je continue. Donc, cette idée qu'on pratique encore nous a amené à avoir une approche particulière de l'innovation sociale qu'on a diffusée et qu'on a diffusée à travers quelque chose que j'ai appelé une stratégie de visibilité. Alors, cette stratégie de visibilité s'est structurée largement à travers des colloques internationaux. Le premier colloque international qu'on a réalisé en 2004, si ma mémoire est bonne, a donné lieu, ça a été un événement très important, et ce colloque international a donné lieu à un livre qui s'appelle L'innovation sociale, d'ailleurs, et qui est amplement cité par les chercheurs qui travaillent sur l'innovation sociale. Alors, cette idée des colloques internationaux, on est rendu, je pense, au 5e colloque international, chaque fois avec un livre qui devient important, et cette visibilité à travers des colloques, à travers la participation à divers projets au niveau international, est devenu quelque chose de très important. Entre 2008 et 2014, je disais la mise en œuvre d'une approche axée sur l'expérimentation dans les organisations et dans les territoires. Alors là, il y a définitivement un processus de participation à divers travaux de nature internationale, mais des travaux sur l'innovation sociale. Pas juste une participation individuelle à divers colloques internationaux ou des choses comme ça. Les chercheurs du CRIS l'ont toujours fait. Mais là, à partir de là, on a commencé à travailler dans des regroupements et dans des organisations internationales sur les thèmes de l'innovation sociale et à implanter le CRIS comme un repère important qui est devenu de plus en plus reconnu à l'échelle internationale. La deuxième chose qui est importante dans cette période, c'est la recherche partenariale. La recherche partenariale est devenue... on a commencé à travailler, on la faisait déjà, la recherche partenariale, mais là on a commencé à réfléchir sur ce que ça veut dire, la recherche partenariale, comme façon de produire la connaissance et de transformer la société. Pas juste de transformer la société, mais aussi de produire la connaissance. Et de produire la connaissance d'une façon co-construite avec des acteurs, mais où les acteurs produisent la connaissance avec les chercheurs, mais les chercheurs deviennent aussi acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé à devenir un champ important de recherche. On a eu le livre, on a eu une équipe de recherche qui a travaillé là-dessus. Et la deuxième chose qui est importante dans cette période sur le plan méthodologique, c'est la base de données sur l'innovation sociale. Je ne sais pas si on va présenter dans le cours de la journée la base de données, sinon il faudrait trouver la façon d'en parler. Parce que la base de données sur l'innovation sociale, dirigée aujourd'hui par Marie Bouchard, qui vient d'avoir une subvention savoir pour l'exploitation de la base de données, c'est devenu quelque chose d'absolument majeur et c'est une innovation en soi. Et on a continué notre travail sur la réflexion sur le modèle québécois, mais là, avec une perspective nouvelle. Parce qu'au départ, c'était
voir comment le modèle québécois s'est levé comme alternative dans un contexte de crise. Là, et le modèle québécois, premièrement, il était remis en question par des instances politiques, des instances économiques, on va dire d'inspiration néolibérale, mais il était aussi remis en question par des acteurs sociaux à cause de ses propres insuffisances. Alors comment agir, comment continuer à travailler sur le modèle québécois tout en reconnaissant qu'on était dans un conflit et dans un débat, dans une situation de tension. Et la quatrième chose que je voulais souligner pour cette période, c'est quelque chose qui a caractérisé le GRIS et qui le marque d'une certaine façon au niveau international. C'est le développement de l'idée que l'innovation sociale n'est pas toujours positive. Et notamment les collègues qui travaillent sur l'emploi, sur l'entreprise et l'emploi, mais surtout sur l'emploi, ont développé l'idée des innovations sociales régressives qui sont appliquées dans le milieu de l'emploi et qui ne sont pas au profit des travailleurs, mais qui sont plutôt au profit des forces que les travailleurs contrôlent de moins en moins. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on est les seuls, à ma connaissance, au monde à dire que l'innovation sociale, c'est un objet de travail, de réflexion, de travail empirique. Cette innovation sociale a des effets sur la transformation sociale, oui, et là, on a un processus pour comprendre cet effet qui se vit à travers l'institutionnalisation, finalement, mais cet effet peut être positif ou négatif. Alors, et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. 2014-2020, le renouvellement de l'approche théorique. Alors là, la question du travail avec les acteurs, et quand je dis travail avec les acteurs, c'est plus que le travail, plus que la recherche partenariale. C'est plus que la recherche partenariale, c'est une vision épistémologique et méthodologique de comment produire la connaissance. La recherche partenariale, c'est une façon de gestion de la recherche. Mais le travail avec les acteurs, la vision de la co-construction de la connaissance, c'est quelque chose de plus. Et nous avons d'une part la formation de l'organisme Territoires innovants en économie sociale et solidaire, dont on va en entendre parler, je pense, cet après-midi. Mais nous avons aussi un chantier de recherche très important qu'on a appelé les ateliers de savoir partagés qu'on a réalisé, qu'on a mis en place avec une communauté locale qui est un véritable laboratoire de développement réflexif, participatif, à la fois social, culturel et économique, qui est la communauté de Saint-Camille. Alors, avec la communauté de Saint-Camille, on a développé un travail qui est, à mon avis, majeur et qui donne lieu aujourd'hui à ce qu'on appelle les ateliers de savoir partagé 2.0 qu'on réalise avec la communauté de Saint-Camille toujours, mais avec deux autres communautés rurales du Québec. Alors ça a mené à une révision du cadre théorique. Au départ, on travaillait sur un concept de l'organisation de la société qui était essentiellement l'idée de la régulation sociale, la régulation économique, et aussi l'idée des mouvements sociaux. Mais là, on commence à voir qu'il y a des mouvements sociaux nouveaux, des nouveaux mouvements sociaux, mais des nouveaux mouvements sociaux, parce qu'on avait des nouveaux mouvements sociaux aux années 80, mais là, on a des nouveaux mouvements sociaux, et ça, j'imagine que ça veut dire que le temps. Et donc, on commence à élargir notre cadre théorique parce qu'il y a l'idée de nouvelles formes d'organisation des collectivités, des communautés, et il y a aussi l'idée qu'il faut revoir nos concepts. Et on introduit évidemment plusieurs concepts nouveaux, plusieurs idées nouvelles, mais je parlerai surtout. En fait, j'ai nommé surtout ce qui est connu comme les épistémologies du Sud, qui nous amènent une vision de la construction de la connaissance, mais aussi de la construction de la société et de la transformation de la société, à partir de la pratique de ceux qui perdent dans le système économique actuel, le système économique dominant. Alors, une idée qui me plaît beaucoup, parce que
parce que c'est un castillan. Vous savez que l'espagnol n'existait pas comme mot, hein, c'est le castillan. Alors, c'est l'idée du buen vivir. Le buen vivir qui est un élément important de l'approche des épistémologies du Sud, mais qui nous permet de centrer la réflexion sur une problématique nouvelle, qui est la qualité de vie, le bien-être collectif au niveau de la vie, au niveau de l'usage des espaces, des territoires, des ressources, et non pas uniquement au niveau du développement et de la croissance économique. Et dernière idée qui est importante pour cette période, c'est l'idée que les expérimentations sociales se font de toute évidence dans les milieux locaux, sont dans des organisations, se font par des personnes finalement. Mais que si on veut faire une véritable transformation de la société, mais il faut repenser tout ça, parce que disons, la société capitaliste peut parfaitement s'accommoder des expérimentations faites dans les organisations et dans les communautés. Alors, il y a l'idée du changement d'échelle qui est apparu et qui nous dit qu'il faut repenser la façon comment se diffusent les expérimentations vers une transformation plus globale au travers évidemment des niveaux qui sont de l'ordre du politique et de l'action politique. Alors ça c'est quelque chose qui apparaît de façon importante, c'est-à-dire que ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'on fait des expérimentations et que les expérimentations s'avèrent intéressantes et qu'elles sont adoptées, diffusées, institutionnalisées, qu'on va modifier les choses fondamentalement. C'est parce qu'on change aussi de registre. C'est-à-dire on commence par le social, la pratique sociale ou économique, mais à un moment donné, on évolue aussi dans les niveaux d'action. Et plusieurs cas très importants donc, montrent cette importance de l'idée du changement d'échelle. J'aurais voulu vous montrer, je vais juste vous montrer comme ça. On a la base de données nous a amené à penser l'innovation sociale d'une façon empirique, en relation avec la transformation sociale, dans ses perspectives institutionnelles, organisationnelles, et dans l'idée de l'expérimentation jusqu'à l'institutionnalisation. La base de données, qui est empirique, nous a obligés de penser tout ça d'une façon beaucoup plus détaillée. Et ça nous a donné un concept, une conceptualisation de comment opèrent ces processus de transformation à partir de l'expérimentation jusqu'à l'institutionnalisation, ou encore, et en lien avec la transformation, c'est-à-dire que l'innovation sociale peut aller jusqu'à la transformation sociale, mais que la transformation sociale aussi peut provoquer des innovations sociales. Et tout ça est quelque chose qui nous caractérise, parce qu'on est les seuls au monde à avoir eu cette préoccupation de conceptualisation empirique. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Peut-être finir avec une seule idée, c'est qu'on a de nouveaux acteurs, les modèles se complexifient, il y a de nouveaux modèles qui apparaissent. On travaillait avec le modèle québécois, c'était un champ d'expérimentation en laboratoire. Mais là, il y a d'autres modèles. Il y a l'international qui est important, mais même au Québec, hein, le modèle québécois, c'est moins clair, c'est moins inspirant aujourd'hui. Les acteurs, il y a une multiplicité d'acteurs, et il faut donc revoir nos critères pour demeurer inspiré par l'idée du changement de la société. Parce que finalement, si on fait tout ça, c'est pour changer la société, c'est pas juste pour... Et c'est pour ça qu'on co-construit des connaissances et non pas... et on ne se limite pas à écrire des articles dans des revues scientifiques. Voilà, merci. Il faut quand même saluer le tour de force, là, la recherche aux crises depuis 1986 en 30 minutes. Là, j'avoue que les exigences sont élevées. On a donc maintenant une période de questions. Alors, il y a un micro au milieu de la salle.
comme le tout est enregistré, ce serait idéal que vous posiez vos questions au micro pour qu'on puisse bien les entendre dans la rediffusion. Alors, Marie-Claire Malo d'HEC Montréal. Un commentaire, une question. Le commentaire va porter sur la diapo où on voyait les crises, les 3 crises, politique, économique, sociale, et puis avec des références à « il ne faut pas s'en remettre seulement à ». Donc, est-ce qu'on pourrait penser que on ne pouvait pas s'en remettre seulement à une ancienne conception du patronat au moment où on faisait face à la crise économique? On ne pouvait pas s'en remettre seulement à une ancienne conception de l'État, et je devrais dire à chaque fois qu'on est devant une crise politique. Puis, on ne peut pas s'en remettre seulement, et c'est là que je voulais faire le commentaire, à l'ancienne conception de la société civile, à chaque fois qu'on est devant une crise sociale. Et à l'époque, il faut bien voir que ça questionnait beaucoup le mouvement communautaire, sa façon de fonctionner, les anciennes coopératives, le syndicat et tout. Donc, c'est aussi ne pas s'en remettre non plus à l'ancienne conception de quelque chose. Ça m'amène au nouveau. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a encore les crises et on est avec le défi de ne pas s'en remettre aux anciennes conceptions et même celles qui ont déjà été nouvelles il y a quelque temps. Mais ma question est la suivante. Comment ça se fait qu'on n'a pas dans les titres une sociologie de l'innovation sociale? C'est très beau, hein? On a un beau bloc de textes fondateurs, mais on n'a pas de titre « Sociologie de l'innovation sociale ». Et dit autrement, est-ce qu'on est proche d'une théorie de l'innovation sociale, par exemple à partir d'une conceptualisation empirique comme celle qui est dans la base? Merci. Comment on procède? Alors, vous allez devoir répondre. Ouais. Il va falloir répondre? Ah, OK. Je vais en faire un petit bout, tu feras l'autre bout. Le seulement là, que tu as mentionné dans ma page PowerPoint, c'est que historiquement, on a vécu ou on a expérimenté à des échelles très macro seulement l'État. C'est le régime soviétique qui est un peu l'exemple qui est apporté. L'État est central. Puis, on vit parfois dans certaines parties des États-Unis ou certains groupes qui voient la société uniquement régulée uniquement par le marché, pour le bien commun. Puis, nous, on a vécu au Québec, puis d'autres sociétés l'ont vécu aussi, où c'est la société civile, et en l'occurrence, c'était souvent sous la domination de l'Église catholique pour le Québec, mais ailleurs, ça varie selon les pays, mais c'est toujours une menace. Et donc, quand c'est uniquement l'État, uniquement le marché, uniquement la société civile, c'est le désastre. Alors, la question, c'est que dans la réalité, ce qu'on observe, c'est qu'on le voit aussi dans les régimes très autoritaires. Lester Salomon, quand il fait l'inventaire des associations, on voit peu d'associations dans un pays très autoritaire. La société civile, elle est comme passive. Ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement, mais elle apparaît comme ça. Alors, ce qui fait que dans la plupart des sociétés, c'est jusqu'ici, le marché quand même traverse à peu près tous les pays, mais aussi les continents, c'est que c'est des arrimages. Nous, on a appelé ça économie plurielle. C'est un arrimage d'importance, surtout au niveau de la régulation, mais aussi au niveau des initiatives, des grands acteurs, de l'influence politique, entre la place de l'État, l'importance, le marché et la société civile. Et là, ça peut être très variable. Alors, c'est pour ça que quand on parle d'un modèle de développement, c'est que dans tous les sociétés, il y a quand on parle de modèle, ce n'est pas exemplaire. Disons, employant un autre mot. Dans toutes les sociétés, il y a une configuration des rapports entre l'État, le marché et la société civile. Cette configuration, elle n'est pas identique selon les pays. On veut que ça soit juste universel. C'est vrai qu'on s'universalise, mais il y a des différences énormes. Et donc, ces différences sont toujours, puis ces configurations, d'une part, sont toujours conflictuelles. Et il arrive des moments qu'il y a une configuration, comme on l'a vu autour de 2000, toute la démarche du Parti libéral pour éliminer les instances de coordination de la société civile,
dans le régional, dans le local. Et moi, je me souviens d'une entrevue que j'ai faite avec Louis Côté auprès de Daniel Johnson. Puis, on faisait une entrevue sur le modèle québécois. Quand on parlait de société civile, Johnson nous a dit « De quoi parlez-vous au juste? » C'est un avocat. « De quoi parlez-vous au juste? Il y a la Chambre de commerce, puis il y a les entrepreneurs, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a? » Donc, c'est pas... puis j'ai aussi piloté pendant un an, pas piloté, j'ai été présent pendant un an à un échange entre la directrice de Centraide avec Paul Junior Desmarais, puis Lise Brunet et moi. Moi, j'étais là pour Centraide, mais Desmarais était là. Et c'était la question, c'est quoi la société civile? Alors, mais cette configuration-là est... Donc, actuellement, la configuration qui est là, elle est en crise, mais elle est en crise dans tous les pays. Et donc, je ne rentrerai pas dans le détail pour décrire ça, mais sauf que le défi qui s'annonce devant nous, ce n'est pas exactement le défi des années 86. C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas juste la démocratisation. Il y a la démocratisation toujours là, mais c'est plus que ça. C'est qu'on est confronté. Puis il y a René Audet ici, il y a Jean-Philippe aussi sur l'environnement, sur autre de quoi. On est confronté à la nécessité d'une révolution qui ne peut pas être violente parce que c'est destructeur, puis qui ne peut pas être instantanée également. Donc, une révolution qui doit se faire dans le temps, ça s'appelle une transition. Et donc, c'est autour de ça qu'il faut repenser l'innovation et la transformation, à mon point de vue. C'est certain qu'il faut dénoncer les injustices environnementales et sociales, mais ça ne suffit pas de dénoncer. Pour mobiliser, il faut avoir quelque chose à offrir. Il faut avoir des visions, il faut développer, il faut travailler aussi à tous les niveaux. Donc, c'est ma première commentaire, peut-être trop long, à cette question. Ben, si je vais très rapidement, moi, je pense que dans ce que Marie-Claude, Marie-Claire nous dit, il y a une question qui je voudrais retenir, c'est la question de politique de l'État. Parce que on est dans un monde où l'État, en fait, le modèle de l'État-nation est complètement revu et les États ont moins d'influence, moins de capacités pour être le véhicule de la transformation sociale. Le modèle québécois était l'idée qu'on modifie les interactions entre la société civile, la sphère publique et la sphère économique, et que tout cela transite par l'État québécois, hein, les gouvernements du Québec, les ministères et tout ça, et que cela permet de faire des transformations. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que les États sont soumis à des pressions qu'ils contrôlent de moins en moins. Et par ailleurs, des pans importants de la société civile, bon, on parle de société civile, mais des collectivités, mais n'y croient plus. Se dissocie des capacités de l'État. Alors finalement, la question est, on parle de changer d'échelle, mais on fait comment? Comment on fait pour passer de l'expérimentation à la transformation de la société si on ne peut pas passer par l'instance étatique telle qu'elle existe? Alors, il faut revoir ça. Je ne suis pas en train de dire que l'État n'existe plus. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement s'en dissocier. Il demeure que c'est beaucoup moins clair aujourd'hui que ça l'était il y a 30 ans. Et on a des cas particuliers. Une des expériences les plus innovatrices qui existent aujourd'hui, c'est une expérimentation. Normalement, une expérimentation, là, ça génère par un processus de l'innovation et la transformation. Mais une des expériences les plus innovatrices, c'est le bâtiment 7, et ils ne cherchent pas à faire ça. Ils ne cherchent pas à faire ça. Et ils ne cherchent pas à transiter à travers l'institutionnalisation et tout ça. Alors que autrefois, on travaillait avec des acteurs qui, eux, ils voulaient influencer et transformer la société. Alors, et d'une façon globale. Alors, c'est compliqué. Ça devient des défis, à mon avis, majeurs pour penser le travail qu'on fait à partir de l'innovation sociale. Ça m'amène un commentaire quand même. C'est vrai que la trajectoire, la façon des innovations pour transformer passait par l'État. L'exemple des cliniques populaires, l'État l'institutionnalise dans un CLSC.
Et après, évidemment, les médecins qu'ils l'ont fait disparaître. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est moins... L'innovation, elle passe moins par une institutionnalisation directe par l'État. Ce qui est devenu important, puis je pense que dans les écoles de gestion, ils l'ont découvert avec l'approche néo-institutionnaliste, c'est que c'est l'idée de l'auto-institutionnalisation. Les acteurs ont une capacité d'institutionnalisation qui est sous-estimée et qu'on a sous-estimée et qu'aujourd'hui, on découvre. Comment ça se fait? C'est-à-dire que pour quelque chose s'impose socialement, il faut l'acceptabilité sociale, des justifications, des argumentaires. Il y a une partie cognitive. Si on peut expliquer, par exemple, les CPE, que ce n'est pas juste les enfants, c'est aussi l'émancipation des femmes via un projet. Donc, il y a tout un argumentaire qui doit accompagner une innovation. Cet argumentaire ne peut être créé par des acteurs collectifs ou des espaces de délibération de la société civile. Deuxièmement, c'est que dans l'auto-institutionnalisation, il n'y a pas juste du cognitif, il y a des croyances, des valeurs, des argumentaires, des choses qui tiennent à cœur. Et donc, il y a des débats aussi qui se font là-dessus et qui se font à l'intérieur de chacune des organisations, mais quand ça se dénoue, et ça, la théorie de la réseau le monde avec les porte-paroles, ça permet de faire un pas. Et enfin, quand il y a cette vision qui se développe, quand il y a ces valeurs des certains consensus qui réussissent à s'établir, certains compromis, certaines alliances, il devient possible de se donner un certain nombre de règles et d'actions. Et ce faisant, effectivement, c'est que l'État apparaît souvent un peu dans la perspective de la transition, non plus comme un moyen qui facilite l'institutionnalisation, mais parfois comme un verrouillage. Parce que l'État, si on prend l'alimentation, l'État est rattaché aux lois d'hygiène, aux lois de tout un certain nombre de règles qui ont été établies avec des acteurs dominants, et on le voit dans l'agriculture, qu'on ne peut pas défaire. Donc, on arrive à... Donc, c'est qu'au lieu d'avoir le mouvement social au début, comme on avait autrefois, c'est que à terme, et la recherche de Sylvain Lefebvre et de René Audet le montre bien, c'est quand ils arrivent à la fin, dans leur deuxième recherche, ils se disent, bon, au fond, il faut créer un mouvement pour justement changer ces règles. Et donc, ça déplace. Et donc, il faut voir ce déplacement-là. Moi, j'aime pas beaucoup le changement d'échelle, je vais te dire, parce que je vois ça, une métaphore très... l'échelle sur le mur, on passe à côté. C'est que c'est des niveaux qui ont certaine autonomie. Et des paliers, l'idée des paliers, ça, je trouve ça très, très intéressant. Il y a des paliers, il y a des niveaux, et il y a d'autres acteurs qui apparaissent. Et donc, c'est des processus très complexes. Et c'est certain que lorsqu'on s'éloigne des métaphores purement de levier-équilibre, qu'on passe à des notions plus biologiques, d'hybridation, toutes sortes de notions qui sont plus de la biologie du vivant, mais c'est des progrès, mais c'est encore insuffisant, parce que même dans les métaphores du vivant, il n'y a pas la réflexivité qu'on retrouve dans le monde social. Et donc, c'est certain que là, c'est complexe parce que c'est tout l'avenir, mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis, puis ma réaction aussi, c'est que ce sont les défis nouveaux. Les défis que la crise doit se poser sont les défis qu'on avait au tout début, mais amplifiés. Parce que nous, on voulait améliorer un modèle qui était le modèle social-démocrate d'État-providence. Alors aujourd'hui, c'est un autre modèle. Repenser la production, la consommation et tout ça. Et donc, si j'étais jeune, je serais enchanté d'y mettre beaucoup d'énergie. Mais tu sais, on vit beaucoup plus longtemps maintenant. Hein. Finalement, on est jeune, mais on le reste longtemps. On peut rester jeune longtemps.